Alors, on démarre, c'est bon? Ça buguait J'ai un perdu peu. tout le monde. Si, c'est bon. On peut y aller? Oui. Ok, bon, alors on y va. Donc, du coup, je rattaque le numéro 13, page 245 sur les neutrons, vu qu'on en était là hier et puis qu'il y avait une connerie. C'est le numéro combien? Oui, j'ai plus ce poisson rouge, j'hésite. 13, page 235. Oh là 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 là. 235. Voilà, pardon. Numéro 13. Ok, on y est. Vous voyez l'écran? Oui. Oui, oui. C'est Mathis qui fait oui, comme ça, à chaque fois, là, on dirait qu'il dort à 15 000. Alors, bon, enfin, la 2, donc on en était à la question 2, calculer la vitesse, puis la longueur d'onde de De Broglie associée à un neutron dans un réacteur nucléaire, donc de masse machin, là, et d'énergie cinétique. Soit on avait E égale 25 milliélectronvolts, soit E égale 116 milliélectronvolts. Je signale entre parenthèses que c'est des neutrons lents ou rapides, là, comme ils appellent ça. On est dans un réacteur nucléaire, hein, donc en fait, on est en train de déclencher et de contrôler en continu une réaction nucléaire. Donc, dans les centrales nucléaires qu'on a, nous, c'est de la fission, c'est-à-dire que fission, ça veut dire que ça casse. Et fusion, ça veut dire que ça fusionne. Donc, on casse des gros noyaux, donc de l'uranium, et pour les casser, on envoie des neutrons dessus. On fait ça dans une piscine. Et on a des, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, et le réacteur, en fait, on descend des barres d'uranium plus ou moins dans l'eau pour pouvoir, on va dire, contrôler la réaction nucléaire, quoi. Et donc, c'est des gros noyaux, c'est de l'uranium enrichi, comme on dit. Et puis, donc, il y a beaucoup d'uranium 235, ça veut dire ça. Et on envoie des neutrons. Si on les envoie trop vite, en fait, ils passent à travers le noyau sans le casser, sans interagir avec. C'est assez fort. Par contre, si on envoie les neutrons suffisamment lentement, ce qu'ils appellent lentement là, donc on va faire les calculs, eh ben, ils sont captés par le noyau. Et comme ils sont captés par le noyau, du coup, ils restent dans le noyau. Là, ils n'ont pas leur place, entre guillemets, puisque le noyau était stable. Et du coup, bah, ils cassent. Et en cassant, ils libèrent de l'énergie. Et puis après, ben, une fois qu'on a libéré l'énergie, après une centrale nucléaire, vous savez comment ça marche, on fait chauffer de l'eau, après l'eau, elle devient vapeur, elle envoie dans des turbines et on fabrique de l'électricité avec un alternateur. Voilà en gros comment ça marche. Bon, bref, donc on revient pour le contexte physique quand même, qu'on ne fasse pas que des trucs qui savent pas ce que c'est. Donc la conversion, donc, elle est ici. Du coup, vous avez 25 milliélectronvolts, donc vous mettez 10-3 pour milli, et puis il faut passer de électronvolts à joule. Et là, il faut bien faire comme j'avais dit, multiplier par 1,6 fois 10 puissance moins 19. Du coup, bah, ça vous donne ce nombre. Ce qu'il faut quand même faire, là, c'est un peu emmerdant, parce que du coup, vous voyez toute la correction vite. Travaillez pas, vous regardez la télé, là, mais bon, tant pis. Après, donc une fois qu'on a les 4,10 puissance moins 21 joules, ça c'est normal, c'est pour un seul, hein, donc c'est tout petit, l'énergie utilisée. Bah, après, vous avez une formule, donc là, alors du coup, vu qu'on n'a pas la correction, bon, à la limite, alors, pardon, hop, c'est basé sur ça, hein. Là, vous voyez l'écran blanc, là, on est d'accord? Oui. Oui. Bon, donc, évidemment, vous avez E, C qui est égal à 1 demi de... Il ne veut pas me prendre le M. Ah, là, ça... On va faire comme ça. Ah, il ne veut plus. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, putain. Ah, bah, il a planté, le machin. Bon, bref, je reviens. Oh, il a planté, mais il a planté. Ah, bah, tiens, il en a pris un petit bout quand même. EC égale, donc 1 demi. Bon, j'écris à la main, là. C'est pas de stylo dans les mains. Ça, donc on va, je mets pas les équivalents et tout, hein. Donc ça vous fait EC fois 2. Alors même, on va même diviser par M tout de suite. Regardez. Égal, du coup, le égal n'est pas au bon endroit, mais c'est pas grave. V carré. Et donc ça vous fait V égale racine carrée de 2 EC, ou E, là il parle de E, moi je mets EC quand même, tant pis, sur M. Okay, donc une fois qu'on a ça en tête, évidemment on prend que la racine positive, machin, tout ça, et ben on revient à l'exercice, et c'est pour ça que j'applique cette formule. D'accord.
comme ça, et comme ça. Donc V égale racine de 2E sur M. Le E, on vient de le calculer en joules. Donc 2, la masse, elle est donnée quelque part par là, la masse du neutron. Quand vous faites l'application numérique, vous tombez sur une vitesse de l'ordre de 2200 mètres par seconde. Okay. Il faut faire x3,6 quand même pour l'avoir en km par heure. Donc c'est lent. Et ensuite, on calcule la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde associée, c'est un peu comme on a vu. Hein. Donc vous rappelez que ça fait la longueur d'onde de De Broglie associée là, c'est lambda égale h sur p. D'accord, ça, il faut bien vous le rappeler, ça, c'est dans le cours. Ouais, tiens, j'ai retrouvé les repères. Ça, là, d'accord. Donc, ça, il faut bien l'apprendre par cœur. C'est bien écrit dans les repères, d'ailleurs. Les repères, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on nous donne. C'est plus gros que le programme. Là, vous avez les notions qu'on doit avoir, le programme et des indications pour savoir ce qu'on doit faire ou pas. Et quand on cherche dedans, et que, parce que du coup, je ne me suis pas foutu au bon endroit, par exemple, vous voyez, sur l'effet Doppler, l'utilisation de l'effet Doppler suppose la capacité à expliciter qualitativement le principe physique, donc le fait que la fréquence augmente ou diminue lorsque l'objet s'approche ou s'éloigne, ou des machins comme ça, vous voyez. Là, on sait si on doit utiliser tel ou tel truc. Par exemple, là, vous voyez, quand on faisait la RMN, on attend de l'élève qu'il sache que la spectroscopie RMN permet d'identifier le squelette des espèces chimiques. On attend qu'il sache analyser un spectre, nombre de signaux, dans les cas complexes, on pourra exploiter qu'une partie du spectre, comme je vous le disais, à 1500, des trucs en genre. Donc on a des choses comme ça, vous voyez. Par exemple, bon, enfin bref, et ainsi de suite, ainsi de suite. Du coup, j'ai pas trouvé ce que je voulais. C'est bas en plus, je ne me suis pas préparé. Dépêcher, voir si j'arrive. Oui, voilà, là. Vous voyez là. Là, on a la dualité entre corpuscules. Okay, et l'élève doit être en mesure de calculer la longueur d'onde de De Broglie et de la comparer à une dimension caractéristique du dispositif. Et il s'est marqué, donc ça c'est le commentaire, et connaître et utiliser la relation P égale H sur lambda. Donc vous devez la connaître. Vous voyez, par exemple, ça nous dit, ça vous l'avez, hein. Si vous téléchargez le programme, vous avez ça, mais vous n'avez pas ce qu'il y a à côté. Mais vous avez ça, donc vous pouvez savoir si faut connaître ou pas telle ou telle relation. Bon, bref, donc celle-là, il faut la connaître. Il faut évidemment connaître P égale M fois V, hein, sinon on ne peut pas s'en sortir. C'est la quantité de mouvement, c'est pas le poids. Donc ça vous fait ça, H, ça c'est toujours donné, les masses, tout ça c'est toujours donné, la valeur, j'ai pas mis celle-là, là j'ai mis deux chiffres significatifs, en fait j'ai utilisé celle-là pour faire le calcul, mais on trouve 1,8 10 puissance moins 10 mètres. Ça, on a la longueur d'onde associée. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, oui. Ouais. Impeccable, impeccable. Parce que des fois, là, on ne sait jamais. Bon, du coup, si on fait exactement la même chose pour 116 milliélectronvolts, qui sont dits rapides. Alors, quand on fait le calcul, alors je vais mettre par rapport à lui, c'est juste pour comparer. Donc, c'est exactement le même calcul. Hein. D'accord? Donc, 10 moins 3 pour les millis, on multiplie par 1,6 puissance moins 19. Ça, c'est la charge élémentaire. C'est un truc qu'on vous donne, mais par contre, le calcul, il faut savoir le faire pour passer des électronvolts en joules. D'accord? Donc, c'est fois 1,6 10 puissance moins 19. En fait, c'est assez facile à se rappeler. Quand on voit l'énergie en électronvolts, on voit le E. Donc, on se dit, il faut que je multiplie par E la valeur que je vois. Alors, faites gaffe quand même qu'il y a une sous-unité, là, par exemple, il y a milli, mais vous dites le 116, il faut que je multiplie par E, et on me donnera E. D'accord? Mais il faut que je me rappelle que je dois le multiplier, et je le vois. Donc, c'est comme si j'écrivais à la place de E, j'écris le nombre. C'est assez facile. Bon, bref, le calcul à la fin, c'est exactement le même. On tombe sur une vitesse plus grande, sinon ils ne sont pas rapides. Pas d'intérêt, mais ils sont à peu près 2 fois plus grands, un peu plus, un peu 2 fois plus rapide, on va dire. Et on trouve une longueur d'onde associée qui est plus petite, de 8,4 10-11. D'accord? Et on vous demande est-ce que ces neutrons conviennent-ils pour la diffraction des cristaux? La réponse c'est plutôt oui, puisque vous avez on donne dans l'énoncé, on vous dit ici que la distance entre atomes c'est 10-10 mètres, et vous tombez sur des longueurs d'onde. Celle-là, elle est de l'ordre de, c'est ce qu'on appelle de l'ordre de, parce que c'est x2, et en gros, donc ça va encore. D'accord? Parce que je vous rappelle, c'est comme ça.
à chaque fois, c'est la même chose. Vous avez lambda, plus la dimension de... Par exemple, là, ça serait la dimension entre atomes. La fente, ça serait la dimension entre atomes. D'accord? Donc, plus ça, c'est petit, plus le phénomène va être marqué. Donc, jusqu'à là, quand c'est un petit peu plus grand, comme ça là, on l'a. Quand c'est trop grand, on n'a pas, on dit qu'on n'a pas le phénomène. OK? Du coup, ici, dans l'exercice, quand on revient sur l'exo, eh ben, là, c'est d'ordre de grandeur, et là, on a bien le lambda qui est plus petit que 10 moins 10 mètres. D'accord? Il est un petit peu plus petit. Ça fait 0,84, 10 moins 10. Du coup, bah, les deux fois, oui, ça va diffracter. Ça va mieux diffracter ici que dans l'autre, entre parenthèses. Ça va pour tout le monde? Ouais. Oui. Ok, bien. Alors, normalement, pour aujourd'hui, il fallait vaguement étudier, que je ne sais pas trop ce que vous foutez de la journée. Ça travaille au moins dans la journée? Oui, oui. Oui, oui. Oui. Tout le monde ou... Oui. D'accord. Et est-ce que vous arrivez, parce que moi du coup j'ai pas repéré là, parce que c'est pour ça que j'ai des problèmes, c'est parce que je veux un double écran et je voulais voir en même temps des trucs sur Discord, mais du coup je les vois pas trop. Mais on est à chaque fois à peu près tous connectés. Vous avez repéré quelqu'un qui est jamais là, à part Yeb? On est à peu près tous connectés. À chaque fois vous avez... Non mais Yeb est là, bonjour Yeb. Oh purée, extraordinaire. Et là on est tous à peu près. Il n'y a pas Non, quelqu'un il qui... manque 2 personnes. Oui, mais Il c'est manque pas Wesley. toujours, c'est pas toujours les mêmes, ce que je veux dire. Non, Bah, d'habitude, ils Wesley, sont il là. est jamais là. Wesley, il est jamais Wesley, là le mercredi. ouais, Wesley, d'accord, il travaille, il n'est pas souvent. Ok. Il est juste le Entre, mercredi. ok. Entre parenthèses, j'ai pas contacté encore Monsieur Charlot Buron. Il faut que je le contacte pour voir où on en est. Ah, hier, on a eu une réponse. Ah, alors qu'est-ce qu'il dit? Bah, c'est Eline, du coup, qui a eu une réponse qui disait qu'on aurait eu cours le jeudi après-midi pour parler des projets. Le jeudi après-midi, il ferait? Non, Le le, lundi. le lundi Non, le après-midi. lundi. Lundi. Ah oui, parce que ça, je sais que le lundi après-midi, il l'a déjà fait normalement. Il avait trouvé un créneau comme ça. Donc, il a déjà fait avec vous? Ou c'est avec les Oui. TS3? Oui, il a déjà fait un peu avec vous. D'accord. Ok, ok. Donc pour l'instant, le mercredi, on touche pas trop? Non. Bon, on verra s'il se plaint. Alors, l'activité 3, page 236, les ondes de matière. Donc, en fait, là, c'est des activités pour parler de ce qu'on a déjà discuté, en fait. Donc, activité 3, non, je l'ai pas foutu comme ça. Activité 3, là, ici. Voilà. Ok. Donc, l'activité 3, donc toujours l'idée de diffracter et de faire des interférences. Et là, vous avez des interférences. Ok. Pour sonder la matière, entre autres. Ok. Donc l'idée, là on vous a remis, vous avez lu ou pas du tout? Oui. 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 Tout le monde ou 4-5? Bah moi j'ai pas mon livre de chimie. Ah ouais, d'accord. Ça Tu tombe peux... bien que c'est le livre de physique. Ouais. Bah écoute, je vais pas trouver de là-dedans donc. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un abruti qui pourrait, quand il n'a pas son bouquin, me dire, monsieur, j'ai pas mon livre, et du coup je vous envoie par mail ceci, qui est le bouquin en question. Bah du coup je le veux bien. Voilà. moi aussi, je le veux bien, Ouais, s'il vous mais plaît. le problème, c'est que je le veux bien, moi, je ne reconnais pas forcément la voix. Il faut. Donc, il va falloir m'envoyer un mail sur PIChat fais ça. 114. Tout de suite. Vous m'envoyez un mail et je le mettrai sur. Je pense que je mettrai le truc soit sur un drive et puis vous irez lire direct dessus. D'accord? Comme ça, vous le récupérerez. Là, on est à chapitre, et puis je mettrai donc le chapitre d'après, parce qu'après, on va partir sur le laser. Parce que là, on est sur, on n'est pas encore tout à fait sur le truc qu'on va attaquer demain. Donc, il faut que je pense à mettre les deux. Je vais l'écrire quelque part, parce que je vais encore oublier. Je sais que je peux mettre ça là. Donc, livre, TS, PDF. Bon, entre parenthèses, vous ne le faites pas circuler parce que je l'ai scanné. Or, je n'ai pas le droit de faire ça. D'accord? Donc, j'ai scanné le bouquin pour pouvoir bosser avec. Mais du coup, on peut être attaqué par, je ne sais pas qui c'est, si c'est Hachette, enfin, je ne sais pas qui c'est, pour la propriété intellectuelle. D'accord? Donc, Ne faites vous gaffe quand inquiétez même. pas, monsieur. Si, je m'inquiète, mais bon, je le ferai quand même.
Alors, on continue. Donc, qui n'a pas le livre et il va se taper à lire ce texte? Allons-y. Ouais, non, pas moi. Un qui l'a pas. On Baptiste attaque. Ouais, Baptiste, il l'avait pas. Hein. Allez, maniez-vous, purée. 2 secondes, 2 secondes. Donc, la dualité onde-particule. On a quelqu'un dans ce... Oui, la dualité onde-particule. En 1923, le physicien français Louis de Broglie, De Broglie. de Broglie, pardon, a formulé une hypothèse audacieuse. À toute particule animée d'une quantité de mouvement P est associée à une longueur d'onde lambda égale à h sur P, où h est la constante de Planck, donc, qui est égale à 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules secondes. Autrement dit, tout corpuscule matériel possède des propriétés ondulatoires caractéristiques par une longueur d'onde lambda inversement proportionnelle à sa masse m et à sa vitesse v. Cette hypothèse généralisait aux particules dotées d'une masse, la dualité onde-particule que l'on constatait pour la lumière. Bon, donc ça, c'est ce que je vous racontais dans le cours. Bon, il y a plein de questions, ok, qui sont là-dessous, d'accord? Donc, il y a les questions 1, 2, 3 qu'on va déjà faire. Et puis, après, on ira vers, donc, plutôt les interférences. Mais dans un premier temps, on calcule des trucs un peu sur les longueurs d'onde et tout. Donc, normalement, ça doit bien se passer, puisque c'est des trucs qu'on a déjà fait pas mal, là. Donc, voici comment on fait. Alors, du coup, il faut trouver la longueur d'onde pour une onde électromagnétique. OK? Donc, vous avez besoin de deux relations. La première, c'est C égale lambda fois F, la fréquence. Moi, j'ai mis nu, donc dans ces cas-là, avec les atomes, on est toujours nu. Bon. Et puis, on a E égale H nu aussi. Du coup, comment dire? Après, ce que vous cherchez à faire, vous dites, une fois que vous avez nu ici et puis nu ici, donc vous exprimez nu égale E sur H, et vous la remplacez dans l'autre. Et ça vous fait lambda égale HC sur E. Okay, donc c'est comme ça. Exprimer, il faut comprendre qu'exprimer, c'est trouver une expression. Le seul problème qu'il y a là, c'est qu'ils ont dit exprimer, mais sans dire les variables qu'ils voulaient, donc du genre H égale, lambda égale F de quoi. Ok, donc une réponse possible, c'est celle qui est là, c'est-à-dire qu'on aurait H, la constante de Planck, C, et puis l'énergie en question, puisque c'est marqué, associée à un photon d'énergie E. Donc ça veut dire, pour décrypter, il faut trouver une formule où il y a lambda en fonction de E. Donc voilà, donc là, dans E égale H nu, il n'y a pas lambda, dans là, C égale lambda fois nu, il n'y a pas E, donc il faut trouver un compromis. Un compromis, c'est d'arriver à faire ceci. Ça va pour tout le monde? Faites gaffe quand c'est marqué exprimer. Ça veut dire trouver une formule, trouver une expression littérale. On est bon? Après, vous avez la même question, mais donc là, il faut bien. Le truc qui était assez important, c'était onde électromagnétique, et l'autre, c'est onde de matière. D'accord? Donc une onde de matière, c'est ce qu'on est en train de parler. Il nous faut la masse et il faut la vitesse pour avoir la quantité de mouvement. D'accord? Donc je vous ai remis un extrait du coup, donc qui dit ceci, là, donc lambda égale H sur P. Et puis on se rappelle que P égale mv. Donc quand on fait P égale H sur lambda, donc lambda égale H sur P, donc j'aurais mieux écrit tout de suite, ça n'aurait pas été pire. Et puis je remplace après P par mv, et là j'ai bien exprimé lambda, la longueur d'onde lambda, associée à une masse m et à une vitesse v, devant une célérité la c, mais j'en ai pas besoin ici. D'accord? Ça va pour tout le monde? Donc là, on a trouvé les deux expressions qui étaient demandées. Je peux continuer? Oui. Vous pouvez remonter juste 2 secondes? Tu veux où? J'ai pris un screen, tu peux regarder dans Voilà, c'est bon, Physique Chimie. Ok. Après, une fois que vous avez ça, on fait le 2. Le 2, après, il faut faire les calculs, quoi. Donc, en fait, les calculs qui sont là, c'est typiquement des calculs que je vous ai faits dans le cours aussi.
D'accord? Donc en gros, l'idée, c'est de montrer que certaines fois, certaines fois, le lambda est tellement petit que du coup, on ne peut pas trouver d'objet pour diffracter. Donc l'idée, en gros, si vous avez, donc ils ont pris une bille qui fait 3,5 grammes, vitesse 1 mètre par seconde. On aurait dû mettre un truc en kilomètres par heure, ça aurait été mieux, parce que comme ça, au moins, ça faisait des conversions. Enfin, tant pis. Là, on n'a qu'une seule conversion, c'est le 3,5. Il ne faut pas oublier, c'est 3,5 grammes. Donc, il faut être en kilogrammes. Donc, voilà. Et puis, ça vous fait lambda égale ce truc. Purée. Donc, lambda est très, très petit, là. Donc, il n'y a pas la conclusion, mais l'idée, c'est il n'y a pas d'objet si petit pour faire diffracter une bille. Ça n'existe pas. Après, vous avez un atome de néon, telle masse, vitesse assez faible, dans un gaz refroidi, comme ils disent, là c'est bien dit. Donc pareil, là il y a tout, il y a zéro conversion à faire. Ça vous fait 1,8 10 puissance moins 8 mètres. En gros, ça fait 10 moins 9 mètres, ça fait 10 nanomètres. Et puis là, 10 nanomètres, ça correspond à peu près aux tailles entre les atomes, et ainsi de suite. C'est un peu grand, d'accord? Ça fait 10 nanomètres. Et du coup, les dimensions entre les objets, c'est de l'ordre de 10 moins 10 mètres, on l'a vu tout à l'heure, donc ça peut diffracter sans aucun problème. Et puis après, vous avez la même avec une vitesse beaucoup plus grande, de 1000 mètres par seconde. C'est plus normal. D'ailleurs, vous voyez, c'est marqué à température ambiante. Et donc, on refait le calcul, et là, on tombe sur un lambda de 20, alors on va dire 2 10 moins 12, c'est-à-dire 2 10 moins 11, c'est-à-dire 20 10 moins 12, ça fait 20 picomètres. Là, ça commence à être plus petit. Vous voyez, et pour trouver des objets qui sont si petits que ça, faut commencer déjà à chercher plus. Donc c'est pour ça que on cherche plutôt, comme on l'a fait déjà 2-3 fois, on cherche plutôt à ralentir les atomes pour qu'il y ait un meilleur phénomène de diffraction. D'accord? S'ils vont trop vite, eh ben, ça fait une longueur d'onde trop petite. Et là, du coup, les distances du coup, deviennent des fois, entre les objets, deviennent très grandes. Là, du coup, ça fait un peu spécial. Alors, du coup, troisièmement, les phénomènes de diffraction d'interférence ont été confirmés expérimentalement. L'hypothèse de Louis de Broglie, j'ai lu n'importe quoi. Donc, des phénomènes de diffraction d'interférence ont confirmé expérimentalement l'hypothèse de Louis de Broglie. Donc, ont-ils été observés avec des particules microscopiques comme un atome ou bien macroscopiques comme une bille? La réponse, c'est microscopique comme un atome, mais pas comme une bille. OK? Voilà l'affaire. Après, là, on va un petit peu plus, truc plus dur. On va faire les questions 4 et 5. Est-ce qu'il y en a un autre qui avait donc pas le livre, qu'on lise ça? Il y avait Matisse. Eh ben, Mathis au boulot. Alors, l'interférométrie atomique, là? Voilà. Ok. Pour des atomes à température ambiante, les longueurs d'onde de De Broglie sont très faibles, d'autant plus que l'atome est lourd. L'espacement des franges d'interférence étant proportionnel à la longueur d'onde, il devient très difficile d'observer les interférences avec des atomes, d'où l'intérêt des techniques laser qui permettent de ralentir et refroidir des atomes. L'avantage des ondes atomiques par rapport aux ondes lumineuses, on peut accéder à une gamme de longueurs d'onde plus étendue, allant grosso modo du micromètre au nanomètre. Alors, du coup, on vous rappelle ceci. Là, il faut estimer l'interfrange lorsque l'expérience est effectuée donc avec un nuage d'atomes refroidis à 2 mètres par seconde ou des atomes à température ambiante. Moi, je voulais chercher 2 minutes parce que là, moi, je ne sais pas trop qui a fait quoi. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé des calculs, quelque chose, des valeurs? On a quelqu'un dans la salle? Est-ce qu'il fallait utiliser le schéma là? L'échelle. Alors, pour estimer l'interfrange, bien sûr, oui. Ah, ok. Alors, dans un des cas, en fait. Oui, du coup, du deuxième, on peut en déduire à partir de ça. Alors, parce que oui, parce que là, c'est allure des franges d'interférence d'une expérience avec des atomes refroidis. Et donc là, on dit
un nuage d'atomes, donc d'atomes de néon refroidis. Donc là, si vous regardez, le premier est facile. En fait, vous regardez, là, il y a, donc l'interfrange, vous faites le gamme, c'est la distance entre deux franges. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4 interfranges. Il y a 5 franges, mais il y a 4 interfranges. D'accord? Du coup, ben, vous avez 1 cm, 4 interfranges. Vous divisez 1 cm par 4. Okay? Et là, vous avez l'interfrange pour le nuage d'atomes de néon refroidi. Donc ça, c'est facile. Il fallait exploiter le document. Par contre, le deuxième, il faut estimer. Donc là, estimer, il y a un nombre à la fin, il y a un calcul. Hein. Donc les atomes, il faut estimer l'interfrange qu'on aurait eu, on va dire comme ça, si les atomes avaient été à température ambiante. Donc il y a un raisonnement à faire que je vous laisse faire. J'attends 1 minute en gros, puis après je vous. Mais il faut chercher vous. Si quelqu'un a une idée pendant ce temps-là, d'ici, on va dire 15-30 secondes, il la donne. Une stratégie. Moi, j'ai une idée. Ouais. On pourrait reprendre les résultats de la partie A, Mhm. parce que vu que l'interfrange est proportionnelle à la longueur d'onde, et bah, si la longueur d'onde elle est k fois plus grande que l'autre, et bah, son interfrange elle sera k fois plus grande que l'autre. Oui, et K, ils vont combien? Et Enfin, là, ils vont j'ai trouvé combien? 255. Mais t'as trouvé ça en faisant comment? 5,1 fois 10 moins 9, donc la première longueur d'onde, divisé par la deuxième. Ah, divisé par la deuxième. Ah oui, d'accord. T'es pas loin du truc. T'es pas loin du truc, mais je sais pas si ça va le poser juste. C'est-à-dire. Donc, comment tu dis que tu fais, non? Tu calcules. Bah, je dis du coup que la Vas-y, longueur d'onde refroidie, parle-nous et puis on va écrire la formule que tu as fait. Tu as dit quelle longueur d'onde par laquelle? On va appeler, la, faut leur donner des noms. On va appeler lambda 1, celle qu'on a avec la vitesse refroidie. D'accord? ouais, Imaginons. Hein. Et puis on va appeler I1, donc l'interfrange qui correspond à 1 divisé par 4. Donc ça vous fait ouais, 0,25 cm. On est d'accord? Et le lambda 1, il valait combien entre parenthèses? Je ne me rappelle plus déjà. 5,1 10 moins 9 mètres. C'était où? 5,1? Pourquoi tu dis 5,1? Il était où 5,1? Tu l'as trouvé où celui-là? Il est donné ou le. Ah bah non, bah j'ai dû me tromper dans mon Non, calcul non, alors. non. En fait, non. Il est là. C'est quand on a fait le calcul du 2. Ouais, Un atome de néon de masse machin, de vitesse 2 mètres par seconde, et on a trouvé lambda égale 10 nanomètres. Donc en fait, lambda 1, c'est 10 nanomètres. Ça va? Ça ne change pas ton raisonnement, c'est simplement les valeurs. ouais, OK? Et on a donc le même atome avec un. Donc là, si vous voulez, ça c'est lambda 1, et là on a lambda 2. D'accord? À 20 picomètres. Donc là, on va l'écrire, lambda 2 égale 20 picomètres. OK? Donc on a lambda 1, 10 nanomètres associé à I1, 0,25 cm, et on a lambda 2 égale 20 picomètres. Et l'idée, c'est de dire comment on s'en sort, est-ce que fait un produit hongrois, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez? Comment on s'en sort? Donc toi, tu proposes de faire quoi? Vas-y. bah du coup, moi je me suis trompé sur la première longueur d'onde. J'avais Ouais, pas mais on vu. s'en fout. Ce Et qui est je important, c'est propose Vas-y. de faire le rapport entre les deux longueurs d'onde en Oui, tu mettant commences la par. plus grosse Vas-y. au-dessus. La plus grosse. Donc tu commences par Euh, lambda 1 ouais, sur lambda 2 égale ouais. quoi? Bah du coup, je sais pas. Moi j'ai pas le bon lambda. Ouais, mais on s'en fout. C'est pas un nombre qu'on cherche. Ah Pour bah l'instant, si tu veux. ça c'est égal à. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Est-ce C'est que égal à c'est. I1 sur I2. Ouais, c'est ça le truc. Est-ce que ça, c'est vrai? Vous voyez? Ah oui, parce que c'est D'accord? proportionnel. Donc, oui, il y a de fortes chances. Hein. Il y a de fortes chances.
Donc, on part sur ton idée, on calcule I2, puis après, je vous montre comment j'ai fait. Qui va correspondre à peu près, on va voir. Donc, I2 égale, du coup, ça vous fait, le I2 étant en bas, on le passe à gauche, on va dire, entre guillemets, pour moi, parce que j'ai écrit lambda 1 sur lambda 2. J'ai fait comme ça, attends. Comment on fait pour avoir une nouvelle page sur ce point, une nouvelle esquisse, en fait, ne pas enregistrer. Donc, moi, en gros, on en est à lambda 1 sur lambda 2 égale I1 sur I2. D'accord? Du coup, I2, je veux I2. Hein. Ça me fait I2 égale I1 fois. Le I2, je le passe à gauche. Hein. Donc lui, je le passe ici. Et moi, je vais passer lambda 2 de côté sur lambda 1. D'accord? Donc ça va nous donner ça. On fait l'application numérique. Donc on va la faire tous ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Combien vaut I1? I1, c'est 10 nanomètres. Alors on va écrire on écrit 10 second E moins 9. 10 nanomètres. Okay, on multiplie par lambda 2, on a 20 picomètres. Donc 20 second E moins 12. Et on divise par lambda 1, qui est... J'ai écrit une connerie, moi. Ah putain, je me suis gouré. J'ai écrit I1, j'ai mis lambda. Donc I1, c'est 0,25 cm. Donc on va écrire 0,25 second E moins 2. Donc je l'ai mis en mètres. Fois lambda 2, 20 second E moins 12. Et on divise par 10 second E moins. Voilà. Et là on tombe, moi j'ai un lambda 2 5 fois 10 puissance moins 5 mètres, qui fait 5 fois 10 puissance moins 2 mm. Est-ce que vous avez trouvé ça ou pas? J'ai plus personne. J'aime pas quand j'ai plus personne. Est-ce qu'il y en a un qui peut faire coucou? Coucou. Voilà, impeccable. Impeccable, impeccable. Oui, d'accord, je vais le regarder là. Alors, du coup, si on revient sur ce machin. Donc, moi, j'ai trouvé I2 égale 6 moins 2 mm. En faisant ce produit en croix. Hein. Vous avez trouvé ça ou c'est complètement faux? On a perdu tout le monde. Allô, la base? Monsieur, vous avez dit que c'était combien I1? Vas-y. De quoi, I1, c'est combien? Ah bah alors, du coup, regarde l'énoncé, regarde le... Du coup, je vais quand même vous montrer le calcul de I1. Donc moi, j'ai dit qu'il y avait 5 franges, donc 4 interfranges, donc j'ai fait I égale 1 cm divisé par 4. D'accord? Et c'est peut-être là d'ailleurs que je me suis gouré, parce que j'ai écrit quoi? Moi j'ai écrit 0,25. Ah non, je ne me suis pas trompé. 0,25 10 moins 2, ouais, c'est ça. Donc 2,5 mm si tu veux. Donc tu fais 2,5 fois 10 puissance moins 3. Enfin le calcul. Ou alors tu laisses en millimètres. C'est-à-dire que tu fais 2,5 et tu fais fois, c'est qu'on a dit, fois lambda 2, 20 10 moins 12, et tu divises par 10, 10 moins 9. Ah oui, j'ai mis 10 10 moins 10, moi. Okay. Je recommence. Bon, 2,5 fois 20 second E moins 20 moins 12 divisé par 10 nanomètres. Donc 10 second E moins 9. Donc là, du coup, ça fait pas 5, c'est pas ce que j'ai dit, ça fait 5, 10 moins 3 mm. Ça va ou pas? On ne sait pas. Je ne sais pas si ça va ou si ça va pas. Alors, du coup, moi, je vous montre comment on peut faire pour exploiter ce qu'il a fait. Il a juste, entre parenthèses, il a raison. Simplement, on va le faire un peu plus mathématique, dans le sens où on pourrait très bien poser son histoire là, qui est là. I égale, vous voyez, quand vous avez I égale lambda fois D sur A,
En fait, D sur A, c'est K. Vous voyez, ça fait I égale K fois lambda. Si vous posez D sur A égale K. Ne connaissant pas K, parce que toi, tu es allé le calculer, mais ça ne sert à rien, en fait, de le calculer. Donc, d'ailleurs, quand on fait le produit en croix, d'ailleurs, on voit très bien qu'on n'a pas besoin de le connaître. Donc, ça fait I égale lambda fois K, ou, si vous voulez, I égale lambda fois D sur A. Donc, moi, je vais faire comme ça. Donc, je le fais ici, à cet endroit-là. Je dis, on va remonter un peu, ok. Donc, je dis que je l'applique la formule 2 fois. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé des on va s'en sortir. Donc, pour le premier calcul, quand c'est refroidi, je fais I1 sur lambda 1 égale D sur 1. D'accord? Avec la formule I sur lambda égale D sur 1. Du coup, j'applique la même chose. I2 sur lambda 2, c'est aussi D sur 1. Et puis après, j'identifie. Je mets analogie, mais je me dois mettre par. C'est pas analogie le mot, c'est identification en mathématiques. Par identification, vous dites que I1 sur lambda 1 est égal I2 sur lambda 2. D'accord? Donc c'est ce que j'ai écrit là. Okay. À part que j'ai écrit I2 sur lambda 2 égale I1 sur lambda 1, je me suis mis dans le bon sens comme ça. Ensuite, d'envoyer tout de suite lambda 2 en haut. Vous voyez, comme ça. Et ça me fait I2 égale lambda 1 sur lambda 2 fois I. Je ne calcule pas, si vous voulez, je calcule pas le rapport K, enfin le coefficient de proportionnalité. Du coup, après, je fais le calcul. Donc 20, je remplace tout, et puis je tombe sur 5, 10, moins 6 mètres. C'est-à-dire 5 micromètres, ou comme j'avais, 5, 10, moins 3 mm. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Impeccable. Impeccable. Donc ça, penser souvent, c'est une bonne idée qu'on fait, Alexis. Simplement, le fait de se dire, bon, on n'est pas obligé d'aller calculer ce rapport, mais enfin, bon, si vous le calculez, on ne va pas vous dire non. Mais il faut penser comme ça toujours, quand on n'a qu'une seule formule, on a deux cas différents, et de les différencier, et puis après, on voit ce qu'on peut. Si on regarde, en fait, c'est ce que j'ai mis là, parce qu'ils ne sont pas très loquaces dans l'exo. Donc, moi, j'ai mis la question de 2C, on connaît le lambda, donc c'était lambda 2, et je mets, on ne connaît pas les valeurs de D et de A. Et je dis un truc que eux disent pas, c'est que si on considère que les deux expériences sont faites dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec la même distance d'écran et la même, comment ça s'appelle, la fente, enfin toutes les fentes utilisées, qu'elles aient la même largeur. Oui. Donc, sinon, on ne peut pas faire ce qu'on vient de faire. Si les deux expériences ne sont pas faites dans les mêmes conditions. On suppose que oui. D'accord? Après, la question suivante, c'est expliquer l'intérêt de produire des interférences avec des atomes refroidis. Pourquoi on les ralentit? Refroidis, ça veut dire ralenti. Hein. Bien d'accord. Donc, l'idée, en gros, c'est de remarquer que si vous avez une vitesse qui diminue, la quantité de mouvement elle va diminuer, et donc on va avoir la longueur qui augmente. Et du coup, comme c'est proportionnel, vous avez, ici, vous avez l'interfrange qui va aussi devenir plus grand. Donc, on aura une figure plus grande à observer, donc on fera moins d'erreurs de mesure dessus. La précision de mesure sera meilleure puisque la figure est grande. Donc, c'est un intérêt. Et puis aussi, on vous dit, du coup, si on a des appareils, après on vous dit le contraire, si on a des appareils très très précis, du coup, de mesure, on n'est pas obligé du coup d'avoir des fentes. Et ici, ça c'est le E qu'on voit court. Là, ils ont mis un peu rien. On n'est pas obligé d'avoir des fentes qui sont très très. Comment dire? Pardon, ça c'est pas ça, c'est la distance entre les fentes. C'est pas la largeur de la fente. Des fentes qui soient très proches. Donc on peut avoir une sorte de réseau, enfin de système de deux fentes un petit peu moins proches les uns des autres. D'accord? Donc ça permet d'avoir un système plus gros à utiliser, entre guillemets, pour obtenir un résultat exploitable, en gros. Mais enfin, l'idée, elle est plutôt là, okay, ici. Vous augmentez l'interfrange et donc vous avez une figure plus grande et la précision de mesure. D'accord? C'est surtout ça qu'il faut garder. Le deuxième truc, c'est moins... Ils en parlent dans leur corrigé, mais on s'en fout un peu, vu que c'est à peu près la même chose. Et puis le dernier, alors après, ils ont voulu faire un truc.
Donc, sur un axe gradué en longueur d'onde, des micromètres au nanomètre, positionner les ondes de matière et les différents domaines. Alors, en gros, c'est juste pour montrer que donc, quand on a la longueur d'onde, les objets de la vie courante, ils ont des très petites longueurs d'onde associées. C'est ce qu'on a vu, c'est des 10-30, 10-40. Et les particules microscopiques, elles ont des longueurs d'onde associées plus grandes. D'accord? Et que du coup, ça nous permet pour les particules, donc microscopiques, les atomes, et ainsi de suite, eh ben, d'aller faire de la diffraction avec des rayons X et des rayons gamma. D'accord? Tandis que si on prend UV ou visible, je vous rappelle que là, ça diffracte sur des objets qui seraient vraiment comment dire, très petits, qu'il n'y aurait pas d'intérêt. Ok, donc surtout c'est ça. Monsieur, Vas-y, pardon. comme dans la question, c'est marqué des micromètres au nanomètre, du coup, ça veut dire qu'à gauche de votre flèche, c'est plus grand. Ça veut dire que là, ici, tu as, comme c'est des longueurs d'onde, comme ils ont fait leur truc, alors la longueur d'onde, elle est là. Hein, donc, Ouais. ça, comment te dire? C'est un peu à l'envers, entre guillemets, c'est un peu à l'envers. C'est-à-dire que ils se sont trompés en fait dans la flèche. Parce que là, tu as des nanomètres. Attends, comment ils ont fait? Oui, oui, pardon. Là, tu as les nanomètres. Donc là, tu as 800 nanomètres. Là, tu as 400. Donc là, c'est plus petit. Et puis les gamma, d'ailleurs, ils sont placés là, entre parenthèses. Tu aurais les rayons X après encore plus petits. Et les rayons gamma encore plus petits ici. D'accord? Donc leur flèche, bah, elle est dans le mauvais sens. Ah oui. Alors, eux, ce qu'ils ont voulu dire, à mon avis, ils ont voulu dire par rapport à ça, à mon avis, la longueur d'onde associée. Oui, parce que du coup, dans ce sens-là, la longueur d'onde associée, elle est bonne. C'est-à-dire que le lambda des objets de la vie courante, c'est vraiment des très petits lambda. Oui, en fait, ils ont fait un dessin qu'il faut laisser tomber. C'est un dessin complètement faux. C'est n'importe quoi. Bon, laissez tomber ce machin, on s'en fout. Alors, on passe à... Alors, attends, on a fait quoi là? Oui, alors, donc on a fait l'activité 3, on passe à l'activité 4, parce que c'est là que, dans l'activité 4, ça reprend la vidéo que je vous ai demandé de regarder. D'accord? Et ça, c'est un truc que vous allez voir quand même assez souvent. Donc, on fait l'activité 4, qui est, je ne sais pas où, ici. Alors, c'est quoi? Non, ça, c'est l'énoncé. OK. Alors, le problème qu'il y a, c'est que l'énoncé est assez grand. Comme on a des pignoufs qui n'ont pas le livre et puis qui ne le disent pas, du coup, on ne va pas lire tout ça. Donc, on va expliquer. Ça va aller, on va essayer d'aller un peu plus vite. Bon, donc, ce que vous voyez à l'écran, on va faire plus petit, parce que du coup, si on pouvait tout voir en même temps. Voilà. Voilà, comme ça. Ce que vous avez à l'écran, ce sont des impacts de photons. On voit très bien, l'expérience, elle est dessous, là. Donc, on a ici une source de photons, les fentes Young, le dispositif Young, comme on appelle ça, fentes Young, et l'écran. On envoie des photons sur l'écran. À chaque fois qu'un photon tape l'écran, ça fait un point blanc. OK? L'idée, c'est de dire, et si on envoie plein de photons d'un coup? Bon, en gros, vous avez une source de lumière et vous éclairez les fentes. Qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté? Ben, on voit une figure, alors si c'est cohérent, hein, c'est-à-dire qu'il faut avoir encore quelque chose, pas n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il faut un genre faisceau laser ou un machin comme ça. Vous allez obtenir ceci. C'est une figure de diffraction, et là, vous avez une frange d'interférence, une autre, puis encore une autre là, une autre là. En gros, là, ça correspond à peu près à ce que vous avez eu dans le truc d'avant qui est là. Si vous regardez la page, là, purée, je vais trop vite. La page ça, ce que vous avez là, ben, c'est ça. D'accord? Et ça, c'est une expérience réelle. Ça se voit. Ensuite, vous avez le fait de dire, bon, ok, si on les envoie tous d'un coup, tiens ce truc-là. Et puis, donc, on n'est pas surpris maintenant, parce qu'on sait qu'il va y avoir une figure d'interférence, donc on n'est pas surpris. Le truc, c'est de dire, ouais, mais si on les envoie un par un,
qu'est-ce qui va se passer? Oui. Donc on en envoie un, on en envoie deux, on en envoie trois, et là on regarde quand on fait ça. Bon, au départ, et donc là il y en a trois là en fait. Il y en a un là, on les voit pas bien, mais enfin bon. Et en fait, ça tape n'importe où. C'est ce qu'on veut dire, c'est que c'est complètement aléatoire. Dès qu'on envoie un photon, alors on est capable de le faire, un photon par photon. Hein. D'accord? On envoie un photon, bing, et on regarde comme si on envoyait une bille. Et donc ça tape n'importe où sur l'écran. Donc on ne peut pas prédire en envoyer un seul photon, de dire il va taper, par exemple, ici. Ça, c'est infaisable. C'est un phénomène totalement aléatoire. OK? Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que quand on les envoie un par un comme ça, au bout d'un moment, d'un très long moment, eh ben, on obtient ça et puis ça. C'est-à-dire que, en fait, le fait de les envoyer un par un, ça correspond à comme si on les envoyait tous d'un coup. Alors que quand on les envoie un par un, il n'y a pas d'interférence, c'est pas une onde ni quoi que ce soit. On pourrait dire, mais je ne vois pas pourquoi ça irait en les envoyant un par un, que ça finisse par décrire une figure de diffraction. Parce qu'ils n'interagissent pas les uns avec les autres, entre guillemets, puisqu'ils sont un par un. Donc comment en gros, pour schématiser un peu, comment ils peuvent savoir, alors qu'on les envoie un par un, que finalement, au bout d'un moment, c'est comme s'ils interféraient entre eux, alors qu'ils ne sont pas ensemble. Si vous voyez l'affaire. Donc c'est expliqué ici, l'idée. Hein. L'article a été écrit, vous voyez, là c'est marqué Mécanique quantique, tome 1, Hermann machin, Cohen-Tanunji, et puis les deux autres là. Alors je signale quand même que monsieur Tanunji, attends, voilà, je vais chercher un peu sur Wikipédia, c'est quelqu'un que j'ai rencontré. Parce qu'on faisait les Olympiades de physique, et puis à un moment donné, il était donc c'est à Paris, et il y a 10-15 ans. Et puis, du coup, il était le parrain cette année-là. On va rencontrer entre guillemets, hein, on va pas discuter avec quelqu'un comme ça. Il est trop pris. Donc, le type, en fait, c'est un prix Nobel quand même de 1997. Et il a eu deux autres personnes sur des recherches justement sur le refroidissement et le confinement des atomes par laser. Là, le petit 1, c'est la copie de Wikipédia. D'accord? Donc, c'est pas n'importe qui, le gars. Hein. Les prix Nobel de physique, ça ne court pas les rues. Quoi. Alors, donc c'est quelqu'un, si vous voulez, quand après il est au salon, un truc comme ça, bah, tout le monde est autour et puis tout le monde veut discuter ou dire bonjour avec. Gna, gna, gna. Un peu comme une star de foot, mais à part que là, c'est des gens, c'est pas les mêmes. Alors, du coup, on vous pose des questions du coup, sur cette histoire-là, de fait de dire quand c'est aléatoire et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est de parler d'aléatoire et de probabilité. Donc, vous avez une forte, en fait, c'est complètement aléatoire dans le sens où vous ne savez absolument pas, photon par photon, où ça va taper. Donc, c'est aléatoire. Un peu, c'est comme si vous aviez, vous avez un dé, vous lancez les dés, et vous ne pouvez pas savoir de 1 à 6 lequel nombre va sortir. D'accord? Donc, c'est aléatoire. Par contre, vous savez très bien que la probabilité pour chaque nombre, au bout d'un très grand nombre, c'est 1 sur 6. Que ce soit le 5, le 4, le 3, n'importe lequel, la probabilité, c'est 1 sur 6. D'accord? Donc là, c'est la même idée. C'est-à-dire, vous ne savez pas du tout quel nombre va sortir, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas du tout savoir où ça va taper. Par contre, sur un énorme nombre, grand effectif, eh bien, vous avez une probabilité que ça tape plus souvent ici que là. Parce que ça, c'est la frange. Et ça, c'est un endroit où c'est sombre. On prend une frange sombre. Ça, c'est une frange claire, une frange sombre. Donc là, ça veut dire que la probabilité, elle est très faible pour que le photon tape. Et là, elle est très grande. Pareil, là, elle est très grande. Là, elle est très faible. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça se gère. On gère toujours comme ça le hasard, entre guillemets. Alors, du coup, il y a les questions. Alors, on y va. Donc, je fais un peu plus gros. Je vais enlever ça parce que du coup, ça vous gêne toujours. Puis je fais pas gaffe. Donc, on vous dit, dans le cadre de l'expérience des fentes Young, la figure d'interférence est-elle visualisable source S étant un nombre de photons nombreux en même temps. Donc là, oui, vous aurez une figure d'interférence, vous les envoyez tous d'un coup, en fait, vous éclairez avec un laser. Donc oui, la réponse c'est oui. Si vous envoyez un seul photon,
Là, vous ne pouvez pas avoir de figure d'interférence puisque ça va donner qu'un point. Donc, ce n'est pas possible. Et si vous envoyez de nombreux photons les uns après les autres, ben oui, on a une figure d'interférence, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, les réponses sont tout à fait logiques. D'accord ? Donc tous d'un coup, interférence, un par un, ben, ce n'est pas possible. Et un par un, mais beaucoup, beaucoup au bout d'un moment, ben ouais, on voit la figure d'interférence. Et c'est là que c'est vraiment étonnant. C'est complètement dingue. Après, donc c'est expliqué notamment la vidéo. Donc, à interpréter les 3 cas suivants en modélisant la lumière. Donc, si on la modélise, si on voit, donc modéliser en gros, ça veut dire voir, imaginer que la lumière se comporte comme, donc une particule. Donc, une particule pour nous en lumière, c'est un photon. D'accord ? Donc là, on dit, si c'est un photon, donc on vous dit, on comprend bien un aspect aléatoire sur l'écran. C'est-à-dire qu'on imagine comme une bille et que ça va taper un endroit, bon, pourquoi pas. D'accord ? Par contre, ça n'explique pas du tout le fait que vous ayez des franges d'interférence. Parce que les interférences, c'est pour les ondes. Donc, si vous voyez un par un, il n'y a aucune raison qu'il fait des franges d'interférence. Donc, quelque part, ça gêne le fait, l'expérience contredit, au bout d'un moment, le fait qu'on voit la figure d'interférence, contredit l'aspect corpusculaire. D'accord ? Et pourtant, ça sert de dire que la lumière, c'est des photons. Après, si vous faites avec une onde, eh bien là, vous l'avez, la figure d'interférence totalement logique. Par contre, vous ne pouvez pas du tout expliquer le fait qu'un photon va taper n'importe où sur l'écran de manière totalement aléatoire. Vous pouvez, ça, c'est une onde ne fait pas ça. Une onde, en fait, c'est comme si vous voyez de l'eau, ça va taper partout à la fois, quoi. La figure, c'est comme si vous aviez tous les photons d'un coup, quoi. C'est une onde. Donc, ça prend toute la largeur du machin, ça envoie l'onde, et puis ça interfère forcément. Et puis, du coup, on a toute la figure derrière. Donc, le fait d'avoir un point à un endroit, on ne peut pas dire, bah, du coup, pas, la lumière, ce n'est pas une onde. Vous voyez ? Donc, du coup, on se retrouve avec dire, bah, la lumière se comporte comme soit une onde, soit comme une particule, d'où la dualité onde-corpuscule. OK ? J'ai tout le monde là ou je parle dans le vide ? Oui. Ouais. Impeccable. Bon, donc ça reprend, vous voyez, ça détaille bien. Après, bah, là, ça répond. En fait, j'ai déjà tout. Est-elle équiprobable ? Bah, non. D'accord ? Parce que s'il était équiprobable, au bout d'un moment, ce serait tout blanc partout. D'accord ? Puisque ce serait équiprobable. Il n'y aurait pas d'endroit privilégié. Donc, si vous envoyez un grand nombre de photons, au bout d'un moment, c'est tout blanc. Or, vous avez une figure d'interférence. D'accord ? Donc, ce n'est pas équiprobable. Prévoir l'aspect de la plaque photo exposée pendant un long temps de pause en supposant le processus complètement aléatoire. Donc, bah, c'est ce que je vous dis. Si c'était complètement aléatoire, bah, ça serait tout blanc. Okay ? Et conclure le bidule, l'activité. Alors, le phénomène d'interférence photon peut-il être qualifié d'aléatoire ? Donc, pour un photon, bah oui. Pour un grand nombre de photons, alors là, non, c'est pas aléatoire. C'est justement, on peut faire des probabilités dessus. Et puis, on sait que la probabilité, elle est maximale à tel endroit, qui correspond en fait à une frange d'interférence. Donc, on peut appréhender le hasard, entre guillemets. Okay ? Donc, ce n'est pas de l'aléatoire complet. On peut poser des maths dessus. Donc, ça s'appelle les probabilités. Et puis après, vous avez 6A. La lumière est-elle une particule ? Ben, non. Puis en même temps, oui. Une onde, ben non. En même temps. Donc la réponse, c'est ben, autre chose. Et puis c'est le fameux quanton, la dualité onde-particule. D'accord ? Dont on a parlé. Faites gaffe avec le quantum ou quantum, qui n'est pas la même chose que le quanton. Je signe entre parenthèses que le quanton, je n'avais jamais entendu parler avant d'enseigner avec ce livre au lycée. On nous parlait toujours de dualité onde corpuscule, mais on ne parlait jamais du nom de l'objet en lui. Je ne sais même pas si c'est officiel, si c'est pas un quanton. Enfin bon, bref. Voilà l'affaire. On est bon ? Ouais. Oui. Ok. Alors, du coup, on va revenir. Alors, je suis passé là parce qu'on ne se rend pas compte, parce qu'on n'a jamais fait de téléenseignement et du coup, quand on vous demande de nous rendre des trucs, notamment là, on avait les 4 et 5 à rendre.
En fait, c'est du délire total. Parce qu'on se retrouve, et encore, vous n'êtes pas beaucoup, hein, parce que moi, évidemment, j'ai d'autres classes de terminale, donc je fais la même chose. Donc, à la fin, on se retrouve avec. En fait, à chaque fois que je vous demande de me faire un exercice, c'est comme si je vous demandais de me faire une interro. Pour moi. C'est-à-dire que vous faites les exos, puis après, il faut déjà que je les récupère. Il n'y a pas tout le monde qui arrive en PDF, machin, tout ça. Enfin, bref, globalement, on y arrive à peu près. Et petit à petit, vous allez bien maîtriser tout. Puis vous aurez le matériel qu'il faut, tout doucement, vous le maîtriserez mieux. Bref, à la fin, on est en PDF et il faut qu'on les range, nous, à plein d'endroits, qu'on redonne un nom parce que vous écrivez pas comme il faut. Je ne sais pas comment j'ai écrit, mais honnêtement, le truc le plus simple, c'est d'écrire votre nom en majuscule en premier. Parce que comme ça, moi, ça me permet après, quand je les range, alors, je ne sais pas si vous pouvez, donc je vous ai déjà montré normalement. Oui, quand je les range, moi, je me suis fait un truc continuité pédagogique. J'ai plein de classes différentes. Et puis dans TS4, par exemple, je vais sur le deuxième exo. Voilà comment je fais, moi. C'est-à-dire que je l'ai. Après, si je mets le nom en premier, et comme ça, c'est enfin, si vous mettez le nom en premier, moi, après, si je le range à tel endroit, par exemple, la deuxième. Donc ça me fait une liste et ça va mieux. Et vous voyez que ceux qui m'envoient tout d'un coup, c'est mieux que 2 fichiers côte à côte. Vous voyez? Donc, forcément, vous n'y arrivez pas si vous prenez des photos, des machins dans le genre, vous y arrivez. Mais si c'est faisable de vous faire un fichier, c'est mieux que 2. Mais bon, après, je me débrouille, hein, j'en ouvre 2 et puis voilà, c'est tout. D'accord? Donc après, il y a des trucs, bon, ben, c'est pas la peine. De toute façon, vous pouvez le voir quand je vous les rends après, éventuellement. Enfin, quoi que non, je ne les ai jamais rendus. Parce qu'après, il faut que je les annote. Vous voyez, du genre, je ne sais pas, je vais prendre bon, ça. Donc, il nous a pris une magnifique photo. D'accord? Et puis, il y en a qu'une ou il y en a deux? Oui, Non, il y en a deux, il faut descendre. il y en a deux, oui, oui. Donc après, moi, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je l'ai mis Tu l'avais déjà mis en PDF? J'ai pris une photo et je vous l'ai envoyé par mail les deux en même temps. Voilà, d'accord. Donc après, je me suis démerdé. C'est-à-dire, moi, j'ai pris sa photo, je l'ai inséré dans un truc genre Word ou LibreOffice, et après, je le transforme en PDF. OK? Et puis maintenant, pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire son truc, puis après, je vais faire ajouter une note, et là, je vais commenter comme ça. Donc, blablabla, bla, et un autre, un autre, un autre. Et une fois que j'ai fait tout ça, il faut que je l'enregistre. Je vais faire ça pour tout le monde. Et une fois que j'ai fait ça pour tout le monde, il faut que je mette ça sur un drive et que je vous donne le lien du drive. Chercher chacun votre fichier. Parce que je ne vais pas vous renvoyer un par un, vous imaginez sinon. Donc le truc, ça prend un temps de fou, en fait. Un temps de fou. Non, je ne vais pas enregistrer vu que je n'ai pas lu ce qu'il a fait. Du coup, alors, donc c'est pour ça que ben, j'ai pas trop fait, parce qu'en fait, comme j'ai beaucoup d'interactions avec vous direct comme ça, je le fais pas trop. Avec d'autres, j'ai moins d'interactions, du coup, je fais plus par mail. Alors, numéro 4 et 5, on va quand même les regarder vite fait. Donc 4 et 5, page 243. Je vais faire comme ça, puis je ne vous renverrai pas vos machins. Mais il ne faut pas que ça devienne une habitude non plus, que je ne vous les annote pas, hein, d'accord? Donc je vais me calmer un peu, et puis je vais essayer de vous les annoter. Peut-être que je ferai, c'est que je donnerai 2 exos, mais je donnerai un exo à faire à la moitié de la classe, puis un autre la moitié, un truc comme ça. Et encore, vous n'êtes pas nombreux, hein, parce que les autres, moi, quand j'en ai 30, ça me prend des heures. Donc, le 4, donc pareil, c'est ce qu'on a vu en cours. Hein. Donc là, ils ont bien fait le machin. Là, on voit très très bien l'idée de, à partir où vous avez un photon, donc là, c'est l'émission stimulée qui est très importante. Et donc, quand vous avez un photon incident, ben, les autres photons qui sont à côté, qui sont émis, hein, d'accord? Donc, ça passe à côté d'un autre atome, c'est des. On ne sait pas quel atome c'est là, c'est écrit quel atome c'est, non? Non, on ne sait pas quel atome c'est là. Bon, enfin bref. Et du coup, à chaque fois, bah, ça émet un photon dans la même direction, dans le même sens. D'accord? À chaque fois que ça passe, c'est émission stimulée. Donc là, il y en a un qui part, il passe à côté d'un autre atome dans un état excité. Du coup, hop, émission stimulée dans le même sens. Là, il passe à côté d'un troisième, pareil, émission stimulée, et hop, ils sont 3 dans ce sens. Le problème qu'il y a, c'est que ce n'est pas la bonne direction. Là, ils vont aller se perdre dans la matière, et donc ça ne sert à rien. Donc ça, c'est un processus ici qui n'a servi à rien. D'accord? Pareil, lui, il n'a rien eu le temps de faire, et même à la limite, ils le font sortir.
parce que là, on ne voit pas de matière ni rien. Donc, on comprend bien que ce système va sélectionner au bout d'un moment automatiquement ceux qui peuvent sortir par le miroir partiellement réfléchissant. Et que, comme il est partiellement, il y en a qui vont sortir un petit peu, mais il y en a surtout beaucoup qui vont rebondir et donc faire ce phénomène d'amplification. D'accord? Donc là, on le comprend bien. Donc, en distinguant les photons se plaçant suivant la direction de la cavité et les autres, expliquer le rôle des miroirs sur l'amplification du laser. Donc, l'idée, en gros, c'est qu'on vous dit que seuls les photons émis dans l'axe vont être réfléchis et les autres, ils vont se perdre. D'accord? Donc, il n'y a que ceux-là qui, en gros, qui vont sélectionner tout seul. Et la directivité du laser, ben, on comprend bien que si c'est ici qu'on ouvre, puisque c'est comme dans ce sens-là que ça va se propager, eh bien, il n'y a que ceux qui sont dans cette direction et ce sens, donc surtout cette direction, puisque c'est directif, qui vont pouvoir sortir. Donc, ceux qui sont comme ça, qui sont partis avant, ben, ils ne peuvent pas sortir. Donc, c'est pour ça que c'est directif. Après, pourquoi là, des miroirs, ben, c'est pour qu'ils puissent quand même sortir, quoi. D'accord? Donc, à un moment donné, alors, partiellement, c'est ça, par exemple. Il faut qu'il ne soit pas parfaitement réfléchissant, par exemple, 99%. Donc, il y en aurait 1% qui sortirait. D'accord? Dans leur exemple à eux. D'accord? Mais là, ils n'ont pas dit dans l'énoncé. Dans quelle direction et quel sens est émis le faisceau laser? Ben, sens OX croissant, ça se voit, quoi. D'accord? C'est pas compliqué, quoi. C'était juste pour le cours. Alors, l'autre est un peu plus costaud. D'accord? Alors, on vous dit, c'est quelle heure 30? Donc, c'est du néodyme YAG. Là, vous avez le yttrium, aluminium, garnet. Je ne sais pas ce que c'est, garnet. On n'a jamais été renseigné sur le truc, mais on aurait pu. Donc, ça met en. Donc, en fait, là, je pense d'un coup, là, tous ceux qui n'ont pas le livre, quand je demande des exos, vous faites comment? Ils vous prennent une photo de l'exo? Ou vous ne faites pas l'exo? Ah, ils prennent une photo. Ah bon, vous travaillez quand même, d'accord. Bah, bien sûr. Ah, bien. Bah, sinon, j'aurais pas pu voir les exos, par exemple. Oui, 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 tu as raison. Alors, donc, on vous dit, met en œuvre un agglomérat. Une sorte d'agglomérat. Le yttrium d'aluminium comportant donc des ions néodyme Nd3+, en insertion à certains endroits dans le cristal et tout, enfin bref. On ne sait pas comment ils font ça. Voici un schéma très simplifié. Donc on voit le truc donc c'est un laser pour découper du métal. Donc c'est assez costaud. Donc l'idée, on regarde vite fait tout, vous avez fait. Donc à quoi servent la lampe flash? La lampe flash, ça sert à l'inversion de population, d'accord? Donc ou dit pompage optique. Donc on va mettre cette lampe flash et ils vont tous se retrouver, on va faire un dessin tout à l'heure de toute façon, ils vont tous se retrouver dans le même état énergétique, okay, qui s'appelle en l'occurrence, je crois, celui-là, 4F5,5, on va faire un dessin. Après, la cavité dorée, là c'est simplement parce que tant qu'à faire, il vaudrait mieux que toute l'énergie de la lampe flash serve. Donc en fait tout ça autour, c'est juste pour que en fait, quand on envoie la lumière, elle se reflète de tous les côtés, puis du coup, elle va taper encore plus là-dedans. Donc, c'est plus performant, si vous voulez. OK? C'est juste ça. Hein. Donc, la cavité dorée réfléchit les photons émis par le flash pour les renvoyer vers le milieu, le barreau de YAG. C'est ça, le barreau de YAG. D'accord? C'est écrit. Après. Monsieur? Oui, vas-y. Le bar au YAG, ça ressemble à quoi à peu près? Genre, c'est transparent? Aucune idée. Parce que j'ai du mal à me représenter un genre de barreau où la lumière peut rentrer dedans. Alors, je te dis honnêtement. Alors, non, la lumière, tu sais, elle pénètre en toi. Hein. C'est-à-dire que là, quand tu as la lumière qui arrive sur toi, elle pénètre en toi sur quelques millimètres. Hein. Ça se calcule, ça. D'accord? Donc là, faut pas avoir peur. Faut pas croire. Quand vous avez tous les objets qui sont devant vous, la lumière, elle pénètre un tout petit peu dedans. Suivant le matériau que c'est, ça pénètre plus ou moins. D'accord? Et puis n'oubliez pas que ce que vous appelez lumière comme ça aussi, il y a tous les autres ondes électromagnétiques qui vont pénétrer plus profondément encore. D'accord? Là, il y a des sources, on a des sources de rayons X, gamma et ainsi de suite dans l'univers, qui parfois, même assez souvent d'ailleurs, vu qu'on a des télescopes, enfin des radiotélescopes pour
les capter, et on s'aperçoit qu'on se fait régulièrement asperger en tout genre par des genres de trucs, ça nous pénètre à travers. D'accord? Ça ne nous modifie pas trop, parce que c'est un peu loin, il ne faudrait pas que la source soit trop proche de nous, parce qu'à ce moment-là, ça pourrait faire beaucoup de cancer. Ça serait plus rapide que le virus, si vous voulez, parce que ça serait instantané. Ouais, du Pour coup, plus tout le monde d'un coup. Puis c'est pas parce qu'on est d'un côté de la Terre ou l'autre, parce qu'en fait, ça traverse la Terre comme s'il n'y avait rien, et donc en fait, tout le monde prend d'un coup. Donc là, ça serait assez rapide. Alors, 2A, on y va, on fait les calculs. Alors là, il faut vachement se concentrer, en fait, parce que c'est pas si simple à lire et à comprendre. Ok? Donc moi, dans ma correction, je n'ai pas fait de dessin, mais on va faire un ensemble pour bien saisir. Donc on va lire et faire le dessin correspondant, le diagramme énergétique correspondant. Okay? Alors, lors de l'absorption d'un photon de longueur d'onde 808 nanomètres, depuis le niveau fondamental, ils ne prennent pas d'énergie nulle par convention, alors que moi, je vous ai dit que c'était le plus bas négatif. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand on a fait le cours, mais je vous ai dit que... Attends, le cours, il est peut-être là. Cours laser, ça doit être ça. J'ai démarré comme ça. Et ici. L'état fondamental, c'est, par exemple, pour l'hydrogène, c'est 6 électronvolts. Donc c'est un nombre négatif. Mais en fait, ils font comme s'ils ramenaient le zéro ici. Okay, donc c'est ce qu'ils veulent dire dans l'énoncé. Comme ça, on n'a que des nombres positifs pour faire les calculs. Il n'y a pas de... Parce que tout est négatif, en fait. Tous les nombres qu'il y a là, tous les E, machin, tout est... Les delta E, non, mais les... Mais bref, c'est un détail. Vous voyez le truc comme ça. Bref. Alors, donc on y va. Donc d'énergie nulle, par convention, ça c'est le niveau fondamental. Et on vous dit que grâce à cette lampe flash, on les a tous excités au niveau 4F5,5. D'accord? Si on fait un dessin, eh ben, on a le niveau, on va faire, j'aurais mieux fait le faire à la main, ça aurait été plus vite, ça aurait été plus droit, enfin j'aurais pu faire un dessin sur le... Donc ça, c'est les deux niveaux. Là, vous avez le niveau fondamental, le E égale 0 par convention. C'est 0 électron-volt. D'accord? Et vous atteignez le niveau 4F5,5. D'accord? 4F5,5. Donc là, c'est le niveau 4F5, on va dire que c'est un 5 ce machin, demi. Ça, c'est le pompage optique a fait ça. Donc ils sont tous comme ça, maintenant. Ça, c'est la lampe flash. OK? Une fois que vous avez fait ça, on continue à lire. Et on vous dit, donc est porté à un niveau excessif, donner en électronvolts l'énergie. On va déjà commencer par ça, parce que ça, c'est pas dur. Tout simplement parce que, comme ils sont partis de 0, le delta E, pardon, c'est forcément le E qui est là, moins 0. Donc moi, mon delta E, c'est directement le E que je vois. Okay, du coup, quand je fais le calcul, ici, eh bien, donc ça, c'est la réponse du livre. Mais moi, forcément, sinon, on n'y comprend strictement rien. Donc la réponse, c'est un 54 électronvolts. Donc comment on fait? De delta E, on dit que c'est HC sur lambda. C'est H nu, HT sur lambda. Donc le H, on l'a, le C, on l'a, et le lambda, il nous le donne. C'est 808 nanomètres. Donc on fait 808, 10 9. On tombe sur 246, 10 19 joules. Vous ne restez pas en joules, puisque tout est en électronvolts. Donc c'est une unité pour qu'on puisse parler avec des nombres de 0 à 10 en gros. Parce que 246, 10 19, personne ne s'en rappelle. On convertit en électronvolts. Donc là, la conversion se fait à l'envers. Et donc, on doit diviser ce coup-ci pour avoir les électronvolts. D'accord? On divise par 1,6 10 19. Et on obtient 1,54 électronvolts. D'accord? Comme la dernière fois, on avait électronvolts, et j'ai multiplié par E pour avoir des joules. Ben là, quand j'ai des joules, je dois diviser par E pour avoir, et donc ça me fait un 54 électronvolts.
Ça va pour tout le monde? Oui. Ok. Alors, du coup, on écrit que ici, c'est 1,54 électrons volts. D'accord? Là, c'est 0. On sait. On va mettre ici 0. Comme ça. Bon. Après, on continue. C'est là que ça se corse. Après. B. Donc, le fameux lion en question, là, iodine, se désexcite rapidement vers l'état 4F3,5. On lit, on continue pour voir. Ça, c'est une information. Lors de l'émission d'un photon de longueur d'onde dans 1064 nanomètres, c'est-à-dire l'émission laser proprement dite, je signale qu'à 1064 nanomètres, vous ne voyez pas le truc, puisqu'on est dans l'infrarouge. Donc c'est un faisceau laser hyper puissant que vous ne voyez pas. Autrement dit, vous passez à travers, vous faites couper en deux, vous n'avez même pas compris pourquoi. L'ion passe à l'état 4I 11,5 d'énergie 0,27 électronvolts. On vous donne le niveau d'énergie de lui. Et on vous demande quel est le niveau d'énergie, enfin l'énergie du niveau, pareil, 4F3,5. Alors, on va y aller doucement, parce que du coup, ça part un peu dans tous les sens. Donc, il faut continuer le dessin. En fait, vous avez un premier, il passe de 4F5,5 à 4F3,5. Donc là, il va descendre. Et puis après, on vous dit, il va émettre un photon. Donc, il va descendre encore jusqu'à 4I 11,5. Sur le dessin, ça donne ça. Vous avez une première chose qui se passe en... j'oublie le nom. Non, c'est pas ça. 4F3,5. Donc on y va. 4 F3,5. D'accord. Et ça, il vous dit, ben voilà, il fait ça spontanément. Comme ça. Okay. Rapidement. C'est rapide. Bon, je mets juste rap. Ou j'aurais pu mettre vite. Comme ça. Voilà. D'accord. Et puis c'est tout, il parle que ça. Puis après, il vous dit, ouais, mais attention, il va faire un autre truc, c'est qu'il va aller à un autre niveau, maintenant, et ça, c'est l'émission laser proprement dite, qui s'appelle 4I 11,5. I 11,5. Ouais, comme ça. Et c'est là qu'on vous dit que ça, c'est l'émission laser. Donc, théoriquement, on fera pour vous montrer que ça émet une onde, d'accord? Et on vous dit même, on vous dit même que c'est de longueur d'onde 1064 nanomètres. Donc là, on sait que le lambda c'est 1064 nanomètres. D'accord? Et puis on vous dit, faut trouver la valeur ici. Sachant que, heureusement qu'on a un truc de plus, ils vous disent le l'ion passe à l'état machin d'énergie zéro. Donc là, après, ça va mieux pour nous, parce qu'en fait, là, on voit l'énergie 0,27 électronvolts. D'accord? Et la question, c'est combien vaut lui? D'accord? Et quand on a fait le dessin, je pense que c'est beaucoup plus facile à comprendre. Parce qu'en fait, on doit faire... Alors, je vous l'ai écrit en dessous, là, comme ça, vite fait, mais après, je vous montre le truc, parce que je vais mettre 4 jours. En fait, vous faites la différence de niveau. E moins 0,27, ça c'est un delta E. D'accord? Égale, eh ben, HC sur lambda. Donc, H fois C sur le lambda qu'on vous donne. OK? Donc, on voit qu'on connaît tout. Ça, c'est 663 10 moins 34. Ça, c'est 3 10 puissance 8. Et le lambda, c'est 1064 10 puissance moins 9. On va faire le calcul de ce nombre. Ensuite, lui, on le passera là, on mettra plus 0,27 et on va trouver E. D'accord?
Est-ce que je peux passer vers ma correction ou faut que j'attende encore un petit peu que vous ayez écrit? Bon, j'ai perdu tout le monde. J'ai pris un screen. J'ai rien compris. J'ai pris un screen. Ok. Comment tu fais d'ailleurs, entre parenthèses, tu fais imprime écran? T'as une autre Non, j'ai un logiciel en plus, genre j'appuie sur une touche, ça c'est- grise tout mon écran, et Ouais. juste à sélectionner avec la souris la zone que je veux. Ah ouais, ben ça c'est outil capture ça. Non, c'est un autre truc. Ah ouais, parce que non, regarde, Ouais, si tu fais, là, si il tu fais ressemble. ça là, Ouais, ça y ressemble. enfin, moi j'ai C'est plus rapide, parce que moi ça raccourcit avec le clavier en gros. Et après on peut modifier directement sur le screen qu'on a pris. Il nous propose des trucs pour modifier directement le screen. Ouais, ben tu vois, regarde, outil capture, 2 secondes, hein, outil capture, tu vois, moi je l'ai mis là. Enfin, t'as ton truc qui marche bien, c'est pas un problème, hein. Mais tu vois, moi je le lance, je fais nouveau, là il devient gris comme toi. Ouais. Je vais prendre ça, hop. Là je suis dans le logiciel, et puis là, moi je peux aussi faire des trucs dessus, tu vois. Tu vois, par exemple, je Alors peux ouais, gommer, enfin, en théorie, tu vois, et ainsi de suite, tu vois. Mais peut-être que toi, il est mieux ton logiciel, hein. bah en fait il ouvre pas de dossier outil capture d'écran, il le fait directement sur l'écran le D'accord. truc pour modifier. Ah, ok. Et Il c'est un s'appelle, raccourci clavier. il Mais je s'appelle connais pas comment? le nom, faudrait demander. Ah C'est merde, Octave qui connaît le nom. Octave, il est là ou il dort? Je crois qu'Octave il peut pas parler. Ah Je bon? lui demanderai et je vous enverrai Ouais, par mail. ouais, tu me diras, je serais curieux de voir, ça se trouve, il est mieux encore. Ok, donc bon, une fois qu'on est là, bon, je vous montre quand même la fin du calcul qui est ici. Du coup, moi, mon calcul, il est, comme j'ai dit, hein, j'ai calculé le delta E avec H sur lambda, je trouve donc avec le 1068, 1064 10-9. Donc ça fait 1,87 fois 10 puissance moins 19 joules. Donc le delta E, je le convertis en électronvolts en divisant par 1,6 machin, ça fait 1,17 électronvolts. D'accord? Faites gaffe parce que dans mon dessin, ici, il faut faire attention, hein. Parce que le dessin, le calcul qui est là, en fait, ne marcherait pas mathématiquement. Parce que là, on est en électronvolts, là, on est en joules, d'accord? Et donc là, ça ne va pas aller. Il y a un écart de 1,6 10 puissance moins 19, hein. Donc là, il faut comprendre, en fait, si je fais l'application numérique, là, il faut que je fasse un truc qui va apparaître, on se demande d'où, entre guillemets, ça c'est la conversion, il faudrait que je fasse ça. Mais ça, il ne faut pas l'écrire. Parce que si vous écrivez le fois E, on va vous dire, mais attends, tu es en train de dire que E, c'est HC sur lambda fois E, mais c'est faux. D'accord? Donc il faut faire vachement gaffe. Donc moi je vous le pose comme ça pour comprendre, mais après techniquement, oui, ça se pose plutôt comme ça, c'est-à-dire on fait le delta E en joules, on le convertit en électronvolts, et après seulement on peut faire le calcul. Donc on a celui qu'on cherche, là j'ai mis avec tous les indices, hein, donc c'est moins lisible du coup, hein. Celui qu'on cherche, moins 0,27, égale 1,17. D'accord? Et donc finalement, ça vous fait que le E, c'est 1,44 électronvolts. D'accord? Je n'ai pas regardé s'il y en a beaucoup qui l'avaient fait ou pas. Du coup, ça se trouve, je fais une correction, tout le monde a trouvé. Enfin. Mais ce qui est important de comprendre, moi je pense, c'est ça. Ça, c'est vachement intéressant. D'accord. Et puis le fait aussi, la nomenclature, vous voyez, comme ça. Par exemple, vous voyez, pour passer de 0 à 4 machin, là, il faudrait mettre une sorte de flèche comme ça qui arrive à gauche, avec une flèche comme ça, pour dire, ça fait hop, comme ceci. Okay. Donc ça, c'est une absorption, ça, c'est une émission dont on ne parle pas, ça, c'est une émission dont on parle, ça, c'est et ainsi de suite. D'accord? C'est les fameuses émissions et stimulées. D'accord? Les trucs des lasers. Perso, là, après, moi, j'ai d'autres exemples. Là, à 10 pile, j'ai un cours avec les TSTL, donc il faut encore que je me manie. Donc, on va plus ou moins arrêter. Demain, on attaque à 8h30 et je vais vous envoyer un fichier Stanto. Mais il faut d'abord que je le remagouille et il faut du temps parce qu'en fait, c'est un TP. Le problème qu'il y a, c'est que pour travailler sur ça, sur ce cours qui est là, ce qui est important maintenant, on passe à ça maintenant. Attends, il est où? Ben là. Là, on oublie le laser, comment ça fonctionne et tout, c'est bien gentil, c'est bon. Maintenant, on passe à une application. Et donc, on va passer à la lecture d'un DVD ou d'un CD. Donc, on fait ça demain. Si vous voulez le lire, vous voyez tout ça, vous pouvez, parce que vous allez gagner du temps.
Vous voyez, tous ces trucs-là, on va les retrouver demain dans le TP, tout ça, et on va s'en servir dans une sorte de TP, du coup, puisque vous ne pouvez pas faire les mesures, vous. Mais ça n'empêchera pas, on pourra quand même travailler. Ce qu'il faut, par contre, c'est que je remagouille un peu mon TP, parce que comme il est prêt pour, avec du matériel. Donc, il me faut un peu de temps, et vous l'aurez peut-être ce soir. Mais en tout cas, vous aurez tout pour travailler demain avec moi en même temps. On fera comme si vous avez les mesures, ainsi de suite. Ça va, les jeunes? Oui. C'est bon, je vous laisse. Du coup, je vous laisse, comme ça me laisse 2-3 minutes pour me reconnecter avec les autres, parce qu'après, c'est pas, les autres, c'est pas Discord, c'est un autre système. D'ailleurs, Bonjour, les autres. Ah, c'est Monsieur Lafosse. Eh oui, Eh oui, c'est on con, le je pouvais remet. pas. Hier, je pouvais pas rester, puis là, maintenant, je peux pas rester non plus, sinon j'aurais Ah bien bah regardé voilà. un peu, mais enfin, bon, tant pis. Là, j'ai les TSTL. Hmm. Bon, donc les jeunes à 8h30, puis on retravaille encore sur la lecture des DVD. Voilà. Allez, à bientôt. Au Au revoir. revoir.